Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez folle, celle de la technologie qui fait tourner une bonne partie de notre monde numérique. Et vous allez voir, tout commence non pas avec une ligne de code géniale, mais avec une frustration toute bête. Alors oui, quel est le lien entre tout ça? Une imprimante en panne, un téléphone, Internet? Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, non. Et pourtant, la réponse se trouve au cœur de presque toute la technologie qu'on utilise chaque jour. Allez, on plonge pour découvrir ce qui relie tout ça. Et tout commence ici. Oubliez les salles de serveurs ultra modernes, non. On est dans un labo universitaire et le problème, il est tout à fait ordinaire. Imaginez un peu le truc. On est dans les années 80. Un chercheur, Richard Stallman, il veut juste, mais vraiment, juste faire un truc tout simple. Que l'imprimante prévienne quand il n'y a plus de papier. Logique, non? Eh bien, impossible. Le code du logiciel est verrouillé, propriétaire, secret. Impossible d'y toucher. Et voilà comment une bête histoire de bourrage papier se transforme en une frustration monumentale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe d'un problème technique, hyper concret, à une question quasi philosophique. La question, ce n'est plus l'imprimante. C'est qui contrôle la technologie qu'on utilise tous les jours. C'est une question de liberté, en fait. Du coup, en réaction à tout ça, Stallman ne reste pas les bras croisés. Il lance carrément un mouvement. L'idée de base, elle est à la fois simple et complètement radicale pour l'époque. Le logiciel doit donner du pouvoir à l'utilisateur, pas le lui enlever. Et attention, c'est super important, quand on dit libre, on ne parle pas de gratuité, non, on parle de liberté. Et ce mouvement, il repose sur 4 piliers, ces 4 libertés fondamentales. En gros, ça garantit que n'importe qui a le droit non seulement d'utiliser un programme, mais aussi de regarder comment il est fait, de le bricoler pour qu'il corresponde à ses propres besoins et même de partager ses améliorations avec tout le monde. C'est une véritable révolution dans la manière de penser le logiciel. Bon, la philosophie c'est bien beau, mais comment on passe de l'idée à la pratique? Parce qu'une idée, même géniale, si elle n'a pas d'outils pour la concrétiser, eh bien ça reste qu'une idée. Alors Stallman se lance dans un projet fou, le projet GNU. L'objectif? Construire de A à Z un système d'exploitation entièrement libre. Ils se mettent au boulot, ils créent tous les outils, l'éditeur de texte, le compilateur, bref, toute la boîte à outils. Ils avaient presque tout, mais il leur manquait la pièce maîtresse, le cœur, le moteur de la voiture, ce qu'on appelle en informatique le noyau. Et c'est là que l'histoire devient géniale. Pendant que l'équipe GNU construisait la carrosserie et l'intérieur de la voiture, à l'autre bout de l'Europe, en Finlande, il y a un étudiant, Linus Torvalds, qui, lui dans son coin, juste pour le fun, était en train de fabriquer le moteur parfait. Il ne le savait pas encore, mais il venait de créer la pièce manquante du puzzle. La rencontre entre les deux était presque crite. Donc voilà, on comprend bien comment les deux s'emboîtent. D'un côté, on a le projet GNU qui fournit tout ce qui est visible, tout ce avec quoi on interagit, le tableau de bord, le volant, les pédales. Et de l'autre, on a le noyau Linux, le moteur, bien caché sous le capot, mais sans lequel rien ne bouge. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne tout simplement pas. Ok, donc on a notre système d'exploitation complet et libre, super. Sauf que si on veut l'installer, on ne tape pas juste Linux sur Google. On tombe sur des noms comme Ubuntu, Debian, Fedora. C'est un peu déroutant au début, donc on va mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, face à cette liste qui n'en finit pas, Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, la question qu'on se pose c'est lequel est fait pour moi? Pour y répondre, il faut d'abord comprendre un mot-clé, distribution. Une distribution, ou une distro pour les intimes, c'est simple. Reprenons notre analogie de la voiture. Le moteur, c'est toujours le noyau Linux. Mais différentes marques vont prendre ce même moteur et construire une voiture différente autour. Chacune aura sa propre carrosserie, son propre intérieur, ses propres options. C'est exactement ça, une distribution. Regardons quelques exemples populaires. On a Debian. Ça, c'est le tank, le rock, ultra stable, ultra fiable. C'est pour ça qu'on le retrouve partout sur les serveurs. Ensuite, il y a Ubuntu. Son but, c'est d'être super simple à utiliser pour l'ordinateur de tous les jours. Fedora, c'est un peu le laboratoire. Toujours les dernières nouveautés, parfait pour les développeurs. Et enfin, Arch Linux. Là, c'est un peu comme un kit de construction. On vous donne les pièces et c'est à vous de monter votre système sur mesure. Allez, on va soulever le capot un peu plus en profondeur. Oublions les fenêtres et les icônes. Comment on parle directement à la machine, au cœur du système? Et voilà l'outil pour ça, le terminal. La fameuse ligne de commande. Je sais, ça peut faire un peu peur au début avec son écran noir et son curseur qui clignote, mais en réalité, c'est juste la façon la plus directe, la plus pure de communiquer avec l'ordinateur. Pas de souris, pas de clic, juste du texte, des commandes. C'est du dialogue brut. Mais alors, pourquoi s'embêter avec ça?
Pour la puissance, tout simplement, la puissance brute. Avec le terminal, on peut automatiser des tâches qui prendraient des heures à la main. On peut piloter un serveur qui se trouve à des milliers de kilomètres. On peut faire des choses incroyablement complexes avec une seule petite ligne de texte. C'est vraiment le couteau suisse de tous les pros de l'informatique. Et il y a un autre truc génial sous le capot, le gestionnaire de paquets. Pensez à ça comme un App Store, mais en version turbo. Fini de devoir chercher des logiciels partout sur le web en espérant ne pas tomber sur un virus. Là, on ouvre le terminal, on tape une commande, et hop, le système va chercher le logiciel, l'installe et s'assure que tout ce dont il a besoin est là aussi. C'est propre, c'est centralisé et c'est ultra sécurisé. Ok, on a vu la philosophie, on a jeté un œil à la technique. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que l'impact de toute cette histoire, il est absolument colossal. Et pourtant, la plupart du temps, on ne le voit même pas. C'est ça le truc le plus fou. On pense souvent que Linux est un truc de niche, mais en réalité, il est partout ailleurs. Il est le roi du monde caché. La grande majorité des serveurs qui font tourner Internet, c'est Linux. Les supercalculateurs les plus puissants du monde, Linux. Les milliards de smartphones Android, le cœur, c'est Linux. La box Internet, la télé connectée, c'est très souvent du Linux. Et pour bien se rendre compte, il y a ce chiffre qui est juste ahurissant. 100%. Ce n'est pas une estimation, c'est le pourcentage exact des 500 supercalculateurs les plus rapides de la planète qui fonctionnent avec Linux. Pas 99, 100. Ça veut dire que dans le domaine de la très haute performance, il n'y a même pas de discussion. C'est Linux, point final. Donc, si on doit retenir une chose, c'est que Linux, c'est bien plus qu'un simple système d'exploitation. C'est l'histoire d'une idée, une philosophie de liberté et de partage. Et cette philosophie, elle a permis à des milliers de gens partout dans le monde de collaborer pour construire, brique par brique, toute l'infrastructure sur laquelle repose notre monde numérique d'aujourd'hui. Et on va finir là-dessus avec une question. Tout a commencé avec une frustration, celle de ne pas pouvoir modifier une imprimante. Un système fermé a provoqué une révolution ouverte. Aujourd'hui, nos voitures, nos téléphones, nos objets connectés sont de plus en plus des boîtes noires. Alors la question se pose, quelle sera la prochaine imprimante en panne qui nous fera réagir ?